Le 14 juillet 1989, dans une salle de jeu clignotante au cœur de Las Vegas, un homme glisse un objet discret dans la fente d'une machine à sous. Quelques secondes plus tard, le bruit caractéristique des pièces qui tombent retentit « jackpot ». Mais c'était pas de la chance. Ce soir-là, il venait de perfectionner une nouvelle technique, un simple appareil redoutablement efficace, capable de déjouer les systèmes les plus sécurisés des casinos. C'était pas un joueur comme les autres, et depuis des années, il affinait son art, étudiant les mécanismes des machines à sous avec une obsession presque scientifique. Une époque où les casinos allaient se retrouver en guerre contre les ennemis invisibles, capables de vider leurs machines en quelques minutes sans laisser la moindre trace. Notre histoire débute au début des années 80 lorsque Tommy Caramichael, alors âgé de 30 ans, décide de lancer une petite entreprise de réparation de téléviseurs à Los Angeles. Tommy Caramichael, c'est un Américain qui est passionné d'électronique depuis l'âge de 14 ans et on le verra par la suite, mais ses compétences dans le domaine vont beaucoup l'aider. Sa petite boutique, qui est assez novatrice pour l'époque, parce qu'on est en 1980 et que les téléviseurs sont bien moins répandus qu'aujourd'hui, ne fonctionne pas très bien. Si bien qu'en 1982, il vit une situation plutôt compliquée. Sa petite boutique est au bord de la faillite, il est en instance de divorce avec sa femme et il n'a quasiment plus d'argent. C'est une situation assez critique pour lui et il va décider à la fin de l'année 1982 de tout simplement mettre la clé sous la porte. À ce moment-là, il a un plan en tête et pour tenter de se changer les idées, il va reprendre contact avec un ancien pote à lui du nom de Ray Ming. Et en discutant un peu avec Ray, Tommy va rapidement se rendre compte que quelque chose cloche. En fait, il dit avoir un travail qui lui rapporte un peu d'argent, mais son travail semble être largement supérieur. Par exemple, il vit dans une maison de luxe, il a une voiture de sport et surtout, il dépense des centaines voire des milliers de dollars tous les soirs à Las Vegas, dans des endroits qui commencent à faire du bruit à l'époque, les casinos, et plus particulièrement les machines à sous. En fait, dans les années 80, il y a un phénomène en particulier qui va transformer l'expérience du casino, c'est les machines à sous. Ces appareils, pourtant présents depuis des décennies, connaissent une explosion de popularité à cette période. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'elles offrent une approche du jeu beaucoup plus accessible et divertissante pour un public beaucoup plus large. Contrairement aux jeux de table traditionnels comme le poker ou le blackjack, où une certaine maîtrise des règles et des stratégies est souvent nécessaire, les machines à sous sont incroyablement simples à utiliser. Pas besoin de connaître les règles ni même de stratèges complexes ou d'avoir une grande expérience du jeu. Il suffit juste d'insérer une pièce, d'appuyer sur un bouton ou de tirer un levier, et voilà, vous laissez faire le hasard faire son travail. Et c'est durant l'une de leurs conversations que Ray Ming va avouer quelque chose à Tommy. Il utiliserait un petit appareil pour frauder les machines à sous des casinos. En fait, il profite du fait que les machines à sous soient en plein développement et qu'il y en ait un peu partout pour faire des gains. Son objet est plutôt simple, un petit embout qu'il insère dans la machine et qui déclenche un jackpot à chaque fois. Et à ce moment-là, Tommy il est un peu dubitatif et tant qu'il ne l'a pas vu de ses propres yeux, il va pas y croire. En même temps, si c'était vrai, ça l'aiderait beaucoup vu sa situation et pour confirmer ses dires, les deux acolytes vont aller faire un tour à Las Vegas. On est donc en 1982 et Tommy Caramichael et son ami Ray Ming sont à Las Vegas. Et c'est cette sortie qui va un peu tout changer chez Tommy parce qu'il va découvrir de ses propres yeux, mais l'objet dont il était dubitatif fonctionne. En quelques heures, il arrive à déclencher plusieurs jackpots. Bon, les jackpots sont pas énormes, c'est de l'ordre de 75 $ par machine, mais durant la soirée, il arrive quand même à se faire presque 1000 $. Et tout ça, sans prendre trop de risques. Les casinos sont pas trop surveillés, et la police n'a aucune idée de l'existence de cette méthode. Enfin ça, c'est ce que Tommy croit. Et durant plusieurs soirées, il va déclencher plein de jackpots, en amassant plusieurs milliers de dollars. Ce qui est fou, c'est que quelques jours plus tôt, il vivait une situation plutôt compliquée, il manquait d'argent, et puis d'un coup, il se retrouve avec une méthode presque infaillible et très rapide de gagner un maximum d'argent. Évidemment, c'est pas légal, mais ça, Tommy, il s'en fout un peu. Et avant de se séparer, Ray va proposer un deal à Tommy. Lui vendre une de ses baguettes pour la modique somme de 4000 $. Et bien évidemment, Tommy va accepter, il a vu de ses propres yeux, il peut gagner beaucoup plus en quelques jours. Mais assez bizarrement, Tommy va pas s'en servir et il va décider de rentrer à Los Angeles pour régler les affaires qu'il avait là-bas. Il a encore pas mal de choses à régler et pour le moment, il garde cette idée dans un coin de sa tête. Nous sommes désormais un an plus tard, en 1983, et c'est à ce moment-là que Tommy Caramichael va se dire qu'il est temps pour lui de retenter sa chance à Las Vegas. Toutes ses affaires sont réglées à Los Angeles, maintenant il veut essayer de faire de l'argent assez facilement. Il est divorcé, il a fermé son entreprise de téléviseur, en fait, il n'y a plus rien qui le retient là où il est. Mais avant d'arriver à Las Vegas, il va rappeler son ami Ray pour lui demander s'il est toujours dans le business. Les amis va lui répondre que non, pour la simple et unique raison que les machines à sous de Las Vegas sont devenues beaucoup plus performantes et que désormais, son objet ne fonctionne plus. Pire, s'il essaye de l'utiliser, la machine se bloquera et il sera repéré par la police. Et c'est pour cette raison que son ami a arrêté, pour lui c'était devenu beaucoup trop dangereux. Mais il va quand même lui faire part d'une idée,
c'est que les casinos qui se trouvent à l'extérieur de la ville ont un peu de retard et qu'il peut tester sa chance là-bas. C'est donc avec cette idée en tête que Tommy va foncer à Las Vegas dans un petit casino de ville, le D-Nice. Il va commencer sa soirée, il va récupérer un peu d'argent et faire quelques jackpots. Il est presque 3h du matin lorsque 3 policiers entrent à leur tour et décident d'arrêter Tommy. Pendant sa garde à vue, Tommy Caramichael va apprendre pas mal de choses. L'objet qu'il utilise, les casinos le connaissent très bien. Le business de son ami, en fait, c'était pas de jouer au casino, mais de vendre son petit tournevis à plein de gens, et non pas de truquer les machines à sous. Il se rend compte qu'il s'est fait berner par Hemming, et qu'il risque sa prison pour avoir volé $35. Le procès va se passer, et finalement, il va écoper de 5 ans de prison. Bon, là, on pourrait se dire que c'est terminé, mais une fois en prison, il va faire la rencontre d'un certain Michael Balsamo. Alors, retenez bien son nom, ce sera super important pour la suite. Michael Balsamo, il a été incarcéré, lui, pour avoir aussi triché sur des machines à sous, donc forcément, le lien passe assez vite entre les deux. Et au fil des discussions, les deux acolytes se disent que malgré le fait qu'ils se sont fait avoir tous les deux, ils peuvent quand même tenter de continuer à frauder le casino. Et ils vont mettre en plan en place celui de briser Las Vegas. Nous sommes donc 5 ans plus tard, en 1986, et Tommy Caramichael est enfin libre. Son ami, lui, est encore en prison pendant quelques mois, mais selon le plan qu'ils ont établi, il doit le rejoindre plus tard. Et pas de temps à perdre, pour briser Vegas, Tommy doit absolument trouver le moyen de frauder les nouvelles machines à sous. Mais assez rapidement, il se rend compte que les machines de l'époque ont bien évolué. 5 ans se sont déroulés entre les deux, et elles ne sont plus du tout manuelles, mais informatisées. La seule manière pour lui de comprendre comment elles fonctionnent, c'est de s'en procurer une. Et c'est ce qu'il va faire en se faisant passer pour un directeur de casino très riche qui souhaite acheter des machines auprès de certains fournisseurs. Et en quelques jours seulement après sa sortie de prison, il arrive à se procurer l'une de ces machines. Il va la démonter, tenter de comprendre comment elle fonctionne, et comme je vous l'ai dit au début, Tommy il a pas mal de connaissances en électronique, et rapidement, il va trouver la solution, et il va inventer un objet qu'il appellera le Monkey Paw, en français, la patte de singe. Un petit objet qui permet de déclencher un jackpot à tous les coups. Michael Balsamo, son ami, sort enfin de prison, et pendant plusieurs mois, ils vont mettre leur plan à exécution. Ils vont utiliser des techniques plutôt singulières. Ils demandaient aux danseuses de se mettre derrière eux, et ils les utilisaient pour cacher leur appareil et ce qu'ils faisaient. Et franchement, ça marchait plutôt bien, au point même qu'il le dira lui-même, mais il gagnait presque $1000 par heure. Et pendant plusieurs mois, Michael Balsamo et Tommy vont continuer en engendrant un maximum d'argent. On pourrait se dire qu'ils vont utiliser l'argent pour investir et faire en sorte de ne pas se faire avoir, et c'est plutôt l'inverse en fait. C'est plutôt l'inverse parce qu'ils vont mener une vie d'excès total. Soirées à plusieurs milliers d'euros, maisons de luxe, voitures de sport, rien n'était inatteignable pour les deux amis jusqu'en 1990. En fait, en 1990, les casinos vont beaucoup se développer, mais ils sont au courant que des joueurs essayent de trouver un moyen de leur voler de l'argent. Pour faire face à ce problème, ils vont tout simplement commencer à installer des caméras de surveillance. Bon, même si aujourd'hui ça paraît presque logique, jusque-là il y avait que le personnel de sécurité qui vérifiait les joueurs, et ça restait assez facile de les duper. Mais pour Michael Balsamo, l'arrivée des caméras, ça va un peu tout changer. Il commence à trouver ça beaucoup trop risqué et il essaye de convaincre Tommy que c'est terminé. Pour lui, ils ont assez récupéré d'argent et ça sert à rien d'essayer d'en récupérer encore plus. Michael, c'est un peu la voie sage, malgré ce qu'ils ont fait. Mais ça ne change rien pour Tommy qui va décider de continuer à essayer de trouver un autre moyen de frauder les machines à sous. Et rebelote, en 1991, il va se refaire passer pour un directeur de casino fortuné et récupérer les nouvelles machines à sous qui ont été installées. Le défi est un peu plus complexe parce que les machines sont désormais équipées d'un capteur optique. Plus rien n'est manuel, et ce qu'il a inventé jusqu'ici, ça fonctionne plus. Mais en 1991, il trouve enfin la solution à tous ces problèmes. Un petit embout lumineux qui éblouit le capteur optique. Il va l'appeler le Light Wand. Lorsque le capteur est ébloui, il pense qu'aucune pièce n'est tombée, et il fait donc tomber toutes les pièces de la machine à l'infini. Technique qui est redoutable puisqu'en quelques minutes la machine se vide entièrement et cette fois les gains sont considérables. Bon, maintenant il ne reste plus qu'à trouver quelqu'un qui l'accompagne. Michael n'est plus avec lui et tout seul il va rapidement se rendre compte que la fraude c'est plutôt risqué. Et c'est donc en 1992 qu'il va faire la rencontre d'une certaine Lisa, une danseuse des casinos de Las Vegas. Cette rencontre elle va un peu tout changer parce qu'elle accepte de venir avec lui et de l'aider dans toutes ses magouilles. Et donc pendant plusieurs mois, Tommy va recommencer à tricher sur les machines à sous. Mais cette fois, il va décider d'être un peu plus malin et il va investir dans la pierre. Il va s'acheter plusieurs villas luxueuses aux 4 coins des États-Unis. Il investit dans la bourse, dans des voitures. Bref, tout semble bien se passer pour lui, surtout financièrement. Jusqu'en 1992. En 1992, Tommy va commencer à prendre peur de se faire avoir. Les casinos deviennent de plus en plus risqués, les caméras de surveillance l'observent. Bref, ça sent pas vraiment bon. Et Tommy il a du pif, il sent qu'il va se faire avoir. C'est à ce moment-là qu'il va avoir une autre idée,
Vous vous souvenez de son pote Rayming qui lui avait vendu son objet? Il va tout simplement se dire qu'il pourrait faire pareil et vendre sa baguette lumineuse, le Light Wand, à des gens qui voudraient l'utiliser. Et c'est à ce moment-là qu'il va devenir un vendeur d'objets de fraude. Sa baguette, qu'il vendait pour la modique somme de 40 000 $, va commencer à entrer dans tous les casinos de la ville, et même plus encore puisqu'elle va se démocratiser dans tout le pays. Mais à la fin de l'année 1992, un tricheur de casino est arrêté par la police à Las Vegas. Et rapidement, il est interrogé et ils vont retrouver sur lui une petite baguette lumineuse qui lui permettait d'éblouir les capteurs optiques de la machine à sous. Bon, rapidement, le tricheur se met à table et raconte d'où vient cet objet. Un certain Tommy Glenn Caramichael lui aurait vendu cette baguette lumineuse. C'est à ce moment-là, pour les autorités, que ça va devenir une vraie chasse à l'homme. Nous sommes quelques années plus tard, en 1996, et un autre tricheur va lui aussi être arrêté, un certain Michael Balsamo. Pour la police, à ce moment-là, c'est trop, et ils vont décider de donner l'affaire au FBI. En fait, à ce moment-là, la triche elle a pris tellement d'ampleur que les casinos de tous les pays commencent à avoir peur. Le Light Wand est devenu une arme tellement puissante que même les machines à sous, dernière génération, passent à la trappe. Et pour se charger de l'affaire, le FBI va proposer un deal à Michael. Il leur explique comment il s'est procuré cette baguette et comment retrouver la piste de Tommy, et ils abandonnent toutes les poursuites. Malheureusement pour Tommy, l'offre est beaucoup trop alléchante et Michael Balsamo se met à table et raconte tout. De leur début quelques années plus tôt au fait que Tommy lui ait vendu le Light Wand quelques jours auparavant. Et Michael Balsamo va leur révéler quelque chose d'encore plus important. Où se trouve Tommy actuellement? On est donc en 1996 et Tommy sent que le vent tourne et il a vu aux informations que son ami s'était fait arrêter et il le sait très bien, il sait exactement où il se cache et comment le contacter. Il va donc décider de quitter le pays et rejoindre un endroit où il sera hors de portée du FBI. Mais il n'aura pas le temps d'aller bien loin puisqu'il se fera arrêter à l'aéroport et après un procès qui durera quelques mois, il sera condamné à seulement 11 mois de prison. En vrai c'est assez bizarre sachant qu'il avait écopé de 5 ans de prison pour avoir volé 35 $ quelques années auparavant et que selon les estimations de la police, il aurait aidé à voler près de 45 millions de $ à tous les casinos. Au fur et à mesure du temps, les casinos vont commencer à développer de nouvelles méthodes pour éviter la triche et ils vont même s'inspirer d'un livre que Tommy lui-même va écrire en prison. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire, à l'aimer si ça vous a plu, à la partager. Je vous dis à bientôt. C'était Alexis.